théâtre de la Comédie Française. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables afin de ne pas perturber la représentation. Les photos et vidéos sont interdites pendant toute la durée de la représentation. Nous vous demandons également de bien garder vos masques et de ne pas vous déplacer. Merci de votre attention et surtout bon spectacle. Ah, n'espérez jamais que mon cœur y consente. Que marmottez-vous là, petite impertinente? Vous prétendez choquer ce que j'ai résolu. Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu, et par sotte raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle. Qui de nous deux à l'autre a droit de faire loi, à votre avis? Qui mieux? Ou de vous, ou de moi, ô sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par l'accord bleu, gardez des chauffés trop habiles, vous pourriez éprouver sans beaucoup de longueur si mon bras s'est encore montré quelque vigueur. Votre plus court sera, Madame la Mutine, d'accepter sans façon l'époux qu'on vous destine. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est et dois auparavant consulter, s'il vous plaît. Informé du grand bien qui lui tombe en partage, dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux, ayant 20 000 bons ducats pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appât? Allez, tel qu'il puisse être, avec cette somme, je vous suis caution qu'il est très honnête homme. Hélas! Eh bien, hélas. Que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici. Et que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter, hélas, de belle sorte. Voilà le fruit de vos empressements, qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans. De colibés d'amour, votre tête est remplie et vous parlez de Dieu bien moins que de Clélie. Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. Lisez-moi comme il faut, au lieu de ces sornettes, les quatrains de Pibrac. Et les doctes tablettes du conseiller Mathieu, ouvrage de valeur et plein de beaux dictons à réciter par cœur. Le guide des pêcheurs est encore un bon livre. C'est là qu'en peu de temps, on apprend à bien vivre. Et si vous n'aviez lu que ces moralités, vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés. Quoi? Vous prétendez donc, mon père, que j'oublie la constante amitié que je dois à Lélie? J'aurais tort si, sans vous, je disposais de moi. Mais vous-même, à ses vœux, engageâtes ma foi. Lui fut-elle engagée encore davantage? Un autre est survenu, dont le bien l'en dégage. Lélie est fort bien fait, mais apprend qu'il n'est rien qui ne doive céder au soin d'avoir du bien. Que l'or donne au plus laid certains charmes pour plaire. Et que sans lui, le reste est une triste affaire. Valère, je crois bien, n'est pas de toi chéri, mais s'il ne l'est amant, il le sera mari. Plus que l'on ne le croit, ce nom d'époux engage, et l'amour est souvent un fruit du mariage. Mais suis-je pas bien fat de vouloir raisonner, ou de droit absolu, j'ai pouvoir d'ordonner? Trêve donc, je vous prie, à vos impertinences, que je n'entende plus vos sottes doléances. Ce gendre doit venir vous visiter ce soir, manquez un peu. Manquez à le bien recevoir. Si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je vous... Oh! Je ne veux pas en dire davantage. Quoi? Refuser, madame, avec cette vigueur, ce que tant d'autres gens voudraient de tout leur cœur? À des offres d'hymen répondre par des larmes et tarder tant à dire un oui si plein de charme. Hélas, que ne veut-on aussi me marier? Ce ne serait pas moi qui se ferais prier. Et loin qu'un pareil oui me donnât de la peine, croyez que j'en dirais bien vite une douzaine. Le précepteur qui fait répéter la leçon à votre jeune frère a fort bonne raison. Lorsque nous discourons des choses de la terre, il dit que la femelle est ainsi que le lierre, qui croit beau, tant qu'à l'arbre il se tient bien serré et ne profite point s'il en est séparé. Il n'est rien de plus vrai, ma très chère maîtresse.
et je l'éprouve en moi. Chétive pécheresse, le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin. Mais j'avais, lui vivant, le temps d'un chérubin, l'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente. Et je suis maintenant ma commère dolente. Pendant cet heureux temps, passé comme un éclair, je me couchais sans feu dans le fort de l'hiver. Sécher même les draps me semblait ridicule. Et je tremble à présent dedans la canicule. Enfin, il n'est rien tel, madame, croyez-moi, que d'avoir un mari la nuit auprès de soi. Ne fût-ce que pour l'heure d'avoir qui vous salue d'un Dieu vous soit en aide, alors qu'on éternue. Peux-tu me conseiller de commettre un forfait? D'abandonner Lélie et prendre ce malfait? Votre Lélie aussi n'est ma foi qu'une bête, puisque si hors de temps son voyage l'arrête, et la grande longueur de son éloignement me le fait soupçonner de quelque changement. Ah! Ne m'accable point par ce triste présage. Vois attentivement les traits de ce visage. Ils jurent à mon cœur d'éternelles ardeurs. Je veux croire, après tout, qu'ils ne sont pas menteurs. Et comme c'est celui que l'art y représente, ils conservent à mes feux une amitié constante. Il est vrai que ces traits marquent indignement, et que vous avez lieu de l'aimer tendrement. Et cependant, il faut... Soutiens-moi. Madame, d'où vous pourrez venir? Oh mon Dieu, elle pâme! Ah, et vite, oh là, quelqu'un! Qu'est-ce donc? Me voilà! Ma maîtresse se meurt. Quoi? Ce n'est que cela? Je croyais tout perdu de crier de la sorte. Mais approchons pourtant. Madame? Êtes-vous morte? Ah. Elle ne dit mot. Je vais faire venir quelqu'un pour l'emporter. Veuillez la soutenir. Ah, elle est froide partout. Et je ne sais qu'en dire. Approchons-nous pour voir si sa bouche respire. Ma foi, je ne sais pas. Mais j'y trouve encore, moi, quelques signes de vie. Oh! Qu'est-ce que je vois? Mon mari dans ses bras. Mais je m'en vais descendre. Il me trahit sans doute et je veux le surprendre. Il faut se dépêcher de l'aller secourir. Certes, elle aurait tort de se laisser mourir. Aller dans l'autre monde est très grande sottise, tant que dans celui-ci, on peut être de mise. Il s'est subitement éloigné de ces lieux et sa fuite a trompé mon désir curieux. Mais de sa trahison, je ne fais pas de doute. Et le peu que j'ai vu me la découvre toute. Je ne m'étonne plus de l'étrange froideur dont je le vois répondre à ma pudique ardeur. Il réserve, l'ingrat, ses caresses à d'autres et nourrit leur plaisir par le jeûne des nôtres. Voilà de nos maris le procédé commun. Ce qui leur est permis leur devient importun. Dans le commencement, ce sont toutes merveilles. Ils témoignent pour nous des ardeurs non pareilles. Mais les traîtres bientôt se lassent de nos feux et portent autre part ce qu'ils doivent chez eux. Que j'ai de dépit que la loi n'autorise à changer de mari comme on fait de chemise. Cela serait commode. Et j'en sais telle ici qui, comme moi, ma foi, le voudrait bien aussi. Mais quel est ce bijou que le sort me présente? L'émail en est fort beau,
La gravure, charmante. Ouvrons. On la croyait morte et ce n'était rien. Il n'en faut plus qu'autant, elle se porte bien. Mais j'aperçois ma femme. Ciel! C'est miniature. Et voilà, d'un bel homme, une vive peinture. Que considère-t-elle avec attention? Ce portrait, mon honneur, ne me dit rien de bon. D'un fort vilain soupçon, je me sens l'âme émue. Jamais rien de plus beau ne s'offrait à ma vue. Le travail, plus que l'or, s'en doit encore priser. Que cela sent bon. Quoi, peste? Le baiser? Ah, j'en tiens. Avouons qu'on doit être ravi quand d'un homme ainsi fait on se peut voir servi. Et que, si l'on comptait avec attention, le penchant serait grand à la tentation. Ah, que n'ai-je un mari d'une aussi bonne mine? Au lieu de mon pelé, de mon russe... Saint-Martine! Nous vous y surprenons en faute contre nous et diffamant l'honneur de votre cher époux. Donc, à votre calcul, ô ma trop digne femme, monsieur tout bien compté ne vaut pas bien madame. Et de par Belzébuth qui vous puisse emporter, quel plus rare parti pourriez-vous souhaiter? Peut-on trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce port que tout le monde admire, ce visage si propre à donner de l'amour, pour qui mille beautés soupirent chaque jour. Bref, en tout et partout, ma personne charmante n'est donc pas un morceau dont vous soyez contente. Et pour rassasier votre appétit gourmand, il faut à son mari le ragoût d'un galant. J'entends à demi-mot où va la raillerie. Tu crois, par ce moyen... À d'autres, je vous prie. La chose est avérée. Et je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains. Mon courroux n'a déjà que trop de violence, sans le charger encore d'une nouvelle offense. Écoute, ne crois pas retenir mon bijou et songe un peu... Je songe à te rompre le cou. Que ne puis-je, aussi bien que je tiens la copie, tenir l'original? Pourquoi? Pour rien, mamie. 12 objets de mes vœux, j'ai grand tort de crier, et mon front de vos dons vous doit remercier. Voilà, le beau fils, le mignon de couchette, le malheureux tison de ta flamme secrète, le drôle avec lequel... Avec lequel? Poursuis. Avec lequel, te dis-je? Et j'en crève d'ennui. Que me veut donc par là compter ce maître ivrogne? Tu ne m'entends que trop, madame la Carogne. Sganarelle est un nom qu'on ne me dira plus. Et l'on va m'appeler Seigneur Cornelius. J'en suis pour mon honneur. Mais à toi qui me l'ôtes, je t'en ferai du moins pour un bras ou de côte. Tu m'oses tenir de semblables discours? Et tu m'oses jouer de ces diables de Tours? Et quel diable de Tours? Parle donc! Sans rien feindre? Cela ne vaut pas la peine de se plaindre d'un panache de cerf sur le front me pourvoir. Hélas, voilà vraiment un beau Venez-y-voir. Donc, après m'avoir fait la plus sensible offense qui puisse d'une femme exciter la vengeance, tu prends d'un fin courroux le vain amusement pour prévenir l'effet de mon ressentiment? D'un pareil procédé, l'insolence est nouvelle. Celui qui fait l'offense est celui qui querelle. Oh, la bonne effrontée! Avoir ce fier maintien, de la croirait-on pas une femme de bien? Va, poursuis ton chemin, cajole tes maîtresses, adresse-leur tes vœux et fais-leur des caresses. Mais rends-moi mon portrait sans te jouer de moi! Oui, tu crois m'échapper? Oui. Je l'aurai malgré toi! Enfin, nous y voici! Mais monsieur, si je l'ose, je voudrais vous prier de me dire une chose. Eh bien, parle. Avez-vous le diable dans le corps pour ne pas succomber à de pareils efforts?
Depuis 8 jours entiers, avec vos longues traites, nous sommes à piquer de chiennes, de mazettes, de qui le train maudit nous a tant secoués que je m'en sens pour moi tous les membres roués. Sans préjudice encore d'un accident bien pire qui m'afflige à un endroit que je ne veux pas dire. Cependant, arrivé, vous sortez, bien et beau, sans prendre de repos, ni manger un morceau. Ce grand empressement n'est point digne de blâme, de l'hymen de Célie. On alarme mon âme, tu sais que je l'adore. Et je veux être instruit avant tout autre soin de ce funeste bruit. Oui. Mais un bon repas vous serait nécessaire pour salir éclaircir, monsieur, de cette affaire. Et votre cœur, sans doute, en deviendrait plus fort pour pouvoir résister aux attaques du sort. Non, j'en juge pas moi-même. Et la moindre disgrâce, lorsque je suis à jeun, me saisit, me terrasse. Et quand j'ai bien mangé, mon âme est ferme à tout. Et les plus grands revers n'en viendraient pas à bout. Ah, croyez-moi, bourrez-vous, et sans réserve aucune contre les coups que vous peut porter la fortune. Et pour fermer chez vous l'entrée à la douleur, de 20 verres de vin entourez votre cœur. Je ne saurais manger. Si fait. Bien moi, je meurs. Votre dîner pourtant serait prêt tout à l'heure. Tais-toi! Je te l'ordonne. Ah, quel ordre inhumain. J'ai de l'inquiétude et non pas de la faim. Et moi, j'ai de la faim. Et de l'inquiétude de voir qu'un sot amour fait toute votre étude. Laisse-moi m'informer de l'objet de mes vœux et sans m'importuner, va manger si tu veux. Je ne réplique point à ce qu'un maître ordonne. Non. Non. À trop de peur, mon âme s'abandonne. Le père m'a promis, et la fille a fait voir des preuves d'un amour qui soutient mon espoir. Nous l'avons. Et je puis voir à l'aise la trogne du malheureux Pandare qui cause ma vergogne. Il ne m'est point connu. Qu'aperçois-je ici? Si c'est mon portrait, que dois-je croire aussi? Ah, pauvre Sganarelle, à quelle destinée ta réputation était-elle condamnée? Ce gage ne peut, sans alarmer ma foi, être sorti des mains qui le tenaient de moi. Faut-il que désormais, à 2 doigts, l'on te montre, qu'on te mette en chanson, et qu'en toute rencontre, on te rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme mal née imprime sur ton front? Trompais-je? Ah, truande! As-tu bien le courage de m'avoir fait cocu dans la fleur de mon âge? Et femme d'un mari qui peut passer pour beau? Faut-il qu'un marmouset, un maudit étourneau... Ne m'abuse point, c'est mon portrait lui-même. Cet homme est curieux. Ma surprise est extrême. À qui donc en veut-il? Je le veux accoster. Puis-je? De grâce, un mot. Que me veut-il conter? Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure qui fait, dedans vos mains, trouver cette peinture? D'où lui vient ce désir? Mais je m'avise ici. Oh, ma foi, me voilà de son trouble éclairci. Ma surprise à présent n'étonne plus mon âme. C'est mon homme. Ou plutôt, c'est celui de ma femme. Retirez-moi de peine. Et dites d'où vous vient... Nous savons, Dieu merci, le chagrin qui vous tient. Ce portrait qui vous fâche est votre ressemblance. Il était en des mains de votre connaissance, et ce n'est pas un fait qui soit secret pour nous que les douces ardeurs de la dame et de vous. Je ne sais pas si j'ai, dans sa galanterie, l'honneur d'être connu de votre seigneurie, mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais.
Et songez que les nœuds du sacré mariage... Quoi? C'est celle, dites-vous, dont vous tenez ce gage? Est ma femme. Et je suis son mari. Son mari? Oui, son mari. Vous dis-je. Et mari... Très mari. Vous en savez la cause. Et je m'en vais l'apprendre sur l'heure à ses parents. Que viens-je d'entendre? L'on me l'avait bien dit que c'était de tous l'homme le plus mal fait qu'elle avait pour époux. Ah! Quand 1000 serments de ta bouche infidèle ne m'auraient pas promis une flamme éternelle, le seul mépris d'un choix si bas et si honteux devait bien soutenir l'intérêt de mes feux, ingrate, et quelques biens. Mais ce sensible outrage se mêlant aux travaux d'un assez long voyage me donne tout à coup un choc si violent que mon cœur devient faible et mon corps chancelant. Malgré moi, mon perfide. Hélas, quel mal vous presse? Je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesse. C'est un mal qui m'a pris assez subitement. Je crains pour vous ici l'évanouissement. Entrez dans cette salle en attendant qu'il passe. Pour un moment ou deux, j'accepte cette grâce. Oui, mais oui, d'un mari sur ce point, j'approuve le souci, mais c'est prendre la chèvre un peu bien vite aussi. Et tout ce que de vous je viens d'ouïr contre elle ne conclut point par an qu'elle soit criminelle. C'est un point délicat, et de pareils forfaits, sans les biens avérés, ne s'imputent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Oui, mais... Qui sait comment ses mains ce portrait est venu, et si l'homme, après tout, lui peut être connu? Informez-vous-en donc. Et si c'est ce qu'on pense, nous serons les premiers à punir son offense. On ne peut pas mieux dire. En effet, il est bon d'aller tout doucement. Peut-être sans raison me suis-je en tête mis ces visions cornues, et les sueurs au front m'en sont trop tôt venues. Par ce portrait, enfin, dont je suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc, par nos soins... Ah! Je vois, je meurs. Il n'est plus question de portrait à cette heure. Voilà, ma foi, la chose en propre originale. C'est par trop voité, monsieur. Et votre mal, si vous sortez si tôt, pourra bien vous reprendre. Non, non, je vous rends grâce autant qu'on puisse rendre de l'obligeant secours que vous m'avez prêté. La masque encore après lui fait civilité. Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me pourra dire. Mon âme s'émeut et cet objet m'inspire. Mais je dois condamner cet injuste transport et n'imputer mes maux qu'aux rigueurs de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme. Ce n'est point à s'expliquer en termes ambigus. Cet étrange propos me rend aussi confus que s'il m'était venu des cornes à la tête. Allez! Ce procédé n'est point du tout honnête! Quoi? Lélie a paru tout à l'heure à mes yeux?
Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux? Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme. Malheureux, bien plutôt de la voir, cette infâme dont le coupable feu, trop bien vérifié, sans respect ni demi, nous a coquifiés. Mais je le laisse aller après un tel indice et demeure les bras croisés comme un jocrisse. Ah, je devais du moins lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres ou crotter son manteau. Et sur lui, hautement, pour contenter ma rage, faire au larron d'honneur, crier le voisinage. Celui qui maintenant devers vous est venu et qui vous a parlé, d'où vous est-il connu? Hélas, ce n'est pas moi qui le connais, madame. C'est ma femme. Quel trouble agite ainsi votre âme? Ne me condamnez point d'un deuil hors de saison et laissez-moi pousser des soupirs à foison. D'où vous peuvent venir ces douleurs non communes? Si je suis affligé, ce n'est pas pour des prunes. Et je le donnerai à bien d'autres qu'à moi de se voir sans chagrin au point où je me vois. Des maris malheureux, vous voyez le modèle. On dérobe l'honneur aux pauvres sganarelles. Mais c'est peu que l'honneur, dans mon affliction, l'on me dérobe encore la réputation. Comment? Ce damoiseau, parlant par révérence, me fait cocu, madame, avec toute licence. Et j'ai su, par mes yeux, avérer aujourd'hui le commerce secret de ma femme et de lui. Celui qui maintenant... Oui, me déshonore. Il adore ma femme. Et ma femme l'adore. J'avais bien jugé que ce secret retour ne pouvait me couvrir que quelques lâches tours. Et j'ai tremblé d'abord en le voyant paraître, par un pressentiment de ce qui devait être. Vous prenez ma défense avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité, et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyre, bien loin d'y prendre part, n'en ont rien fait que rire. Est-il rien de plus noir que ta lâche action? Et peut-on lui trouver une punition? Dois-tu ne te pas croire indigne de la vie, après t'être souillé de cette perfidie? Ciel, est-il possible? Il est trop vrai pour moi. Ah, traître! Scélérat! Âme double et sans foi! La bonne âme. Non, non, l'enfer n'a point de gêne qui ne soit pour ton crime une trop douce peine. Te voilà bien parlé. Avoir ainsi traité et la même innocence et la même bonté. Un cœur qui jamais n'a fait la moindre chose a mérité l'affront où ton mépris l'expose. Il est vrai. Oui, qui bien loin, mais c'est trop. Et ce cœur ne saurait y songer sans mourir de douleur. Ne vous fâchez pas tant, ma très chère madame. Mon mal vous touche trop et vous me percez l'âme. Mais ne t'abuse pas jusqu'à te figurer qu'à des plaintes sans fruit j'en veuille demeurer. Mon cœur, pour se venger, sait ce qu'il faut faire. Et j'y cours de ce pas. Rien ne m'en peut distraire. Que le ciel la préserve à jamais de danger. Voyez quelle bonté à vouloir me venger. En effet, son courroux qu'excite ma disgrâce m'enseigne hautement ce qu'il faut que je fasse. Et l'on ne doit jamais, sans souffrir, sans dire mot, de semblables affronts, à moins qu'être un vrai sot. Courons donc le chercher, ce pendard qui m'affronte. Montrons notre courage à venger notre honte. Vous apprendrez, maroufle, à rire à nos dépens et sans aucun respect, faire au cocu les gens. Doucement, s'il vous plaît. Cet homme a bien la mine d'avoir le sang bouillant et l'âme un peu mutine.
Il pourrait bien, mettant affront dessus affront, charger de bois mon dos comme il a fait mon front. Je hais de tout mon cœur les esprits colériques et porte grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point battant de peur d'être battu, et l'humeur débonnaire est ma grande vertu. Mais mon honneur me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi, laissons-le dire autant qu'il lui plaira au diantre, qui pourtant rien du tout en fera. Quand j'aurai fait le brave, et qu'un fer, pour ma peine, m'aura d'un vilain coup transpercé la bedaine, que par la ville ira le bruit de mon trépas, dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras? La bière est un séjour par trop mélancolique et trop malsain pour ceux qui craignent la colique. Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, qu'il vaut mieux encore être cocu que trépassé. Quel mal cela fait-il? Hein? La jambe en devient-elle plus tortue après tout et la taille moins belle? Peste soit le premier qui trouva l'invention de s'affliger l'esprit de cette vision et d'attacher l'honneur de l'homme le plus sage aux choses que peut faire une femme volage. Puisqu'on tient à bon droit tout crime personnel, que fait là notre honneur pour être criminel? Des actions d'autrui, l'on nous donne le blâme. Si nos femmes, sans nous, ont un commerce infâme, il faut que tout le mal tombe sur notre dos. Elles font la sottise et nous sommes les sots. C'est un vilain abus. Et les gens de police nous devraient bien régler une telle injustice. N'avons-nous pas assez des autres accidents qui nous viennent happer en dépit de nos dents? Les querelles, procès, faim, soif et maladie? Trouble-t-il pas assez le repos de la vie? Sans s'aller de surcroît aviser sottement de se faire un chagrin qui n'a nul fondement? Moquons-nous de cela. Méprisons les alarmes et mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Si ma femme a failli qu'elle pleure bien fort, mais pourquoi moi pleurer puisque je n'ai point tort? En tout cas, ce qui peut m'ôter ma fâcherie, c'est que je ne suis pas seul de ma confrérie. Voir cajoler sa femme et n'en témoigner rien se pratique aujourd'hui par force gens de bien. N'allons donc point chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. L'on m'appellera sot de ne me venger pas, mais je le serai fort de courir au trépas. Je me sens pourtant là remuer une bile qui veut me conseiller quelque action virile. Le courroux me prend. C'est trop être poltron. Je veux résolument me venger du larron. Déjà, pour commencer, dans l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout qui couche avec ma femme. Oui, je veux bien subir une si juste loi, mon père. Disposez de mes vœux et de moi. Faites quand vous voudrez signer cet hyménée. À suivre mon devoir, je suis déterminée. Je prétends gourmander mes propres sentiments et me soumettre en tout à vos commandements. Ah, voilà qui me plaît de parler de la sorte. Parbleu, si grande joie à l'heure me transporte que mes jambes sur l'heure en cabrioleraient. Eh ben. Ah bah, si nous n'étions point vus de gens qui s'en riraient. Ah. Approche-toi de moi, viens ça que je t'embrasse.
Oh, une telle action n'a pas mauvaise grâce. Un père, quand il veut, peut sa fille baiser sans que l'on ait sujet de s'en scandaliser. Bon, allez, ouais. Bon, va. Le commandement de te voir si bien né me fera rajeunir de 10 fois une année. Ce changement m'étonne. Et lorsque tu sauras par quel motif j'agis, tu m'en estimeras. Cela pourra bien être. Apprends donc que Lélie a pu blesser mon cœur par une perfidie, qu'il était en ces lieux, sans... Mais il vient à nous. Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins en cette place... Quoi, me parler encore? Avez-vous cette audace? Ah, il est vrai qu'elle est grande. Et votre choix est tel qu'à vous rien reprocher, je serai criminel. Vivez. Vivez contente. Et bravez ma mémoire avec le digne époux qui vous comble de gloire. Oui, traître, j'y veux vivre. Et mon plus grand désir, ce serait que ton cœur en eût du déplaisir. Qui rend donc contre moi ce courroux légitime? Quoi, tu fais le surpris et demande ton crime. Guerre! Guerre mortelle à ce larron d'honneur qui, sans miséricorde, a souillé mon honneur! Tourne, tourne les yeux, sans me faire répondre. Ah, je vois. Cet objet suffit pour te confondre. Mais pour vous obliger bien plutôt à rougir. Ma colère à présent est en état d'agir. Dessus ces grands chevaux est monté mon courage. Et si je le rencontre, on verra du carnage. Oui, j'ai juré sa mort. Rien ne peut l'empêcher. Où je le trouverai, je le veux dépêcher. Au beau milieu du cœur, il faut que je lui donne. À qui donc en veut-on? Je n'en veux à personne. Pourquoi ces armes-là? Ah, c'est un habillement que j'ai pris pour la pluie. Oh, quel contentement j'aurais à le tuer. Prenons-en le courage. Ah. Je ne parle pas. Ah, poltron dont j'enrage. Lâche, vrai cœur de poule. Il t'en doit dire assez, cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés. Oui, je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable qui jamais d'un amant puisse outrager la foi. Tenais-je un peu de cœur? Cesse devant moi, traître, de ce discours, l'insolence cruelle. Sganarelle, tu vois qu'elle prend ta querelle. Courage, mon enfant, sois un peu vigoureux. Là, hardi, tâche à faire un effort généreux en le tuant, tandis qu'il tourne le derrière. Puisqu'un pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur me montrer satisfait et l'applaudir ici du beau choix qu'il a fait. Oui, oui, mon choix est tel qu'on n'y peut rien reprendre. Allez, ben vous faites bien de le vouloir défendre. Sans doute. Elle le fait bien de défendre mes droits. Cette action, monsieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre. Et si je n'étais sage, l'on verrait arriver un étrange carnage. Et d'où vous naît cette plainte et ce chagrin brutal? Si. Vous savez bien où le bois me fait mal. Mais votre conscience et le soin de votre âme, vous devez mettre aux yeux que ma femme est ma femme. Et vouloir à ma barbe en faire votre bien, que ce n'est pas du tout agir en bon chrétien. Un semblable soupçon est bas et ridicule. Allez, dessus ce point, n'ayez aucun scrupule. Je sais qu'elle est à vous. Et bien loin de brûler. Ah, qu'ici tu sais bien, traître, dissimulé. Quoi? Me soupçonnez-vous d'avoir une pensée de qui son âme est lieu de se croire offensé? De cette lâcheté voulez-vous me noircir? Parle à lui-même. Il pourra t'éclaircir. Vous me défendez mieux que je ne saurais faire, et du billet qu'il faut, vous prenez cette affaire. Je ne suis point du mort à vouloir contre vous faire éclater, madame, un esprit trop jaloux, mais je ne suis point dupe et vois ce qui se passe. Il est de certains feux de fort mauvaise grâce. Et votre âme devrait prendre un meilleur emploi que de séduire un cœur qui doit n'être qu'à moi. Ah ben la déclaration est assez ingénue. L'on ne demandait pas qu'Arogne ta venue. Tu la viens quereller lorsqu'elle me défend, et tu trembles de peur qu'on t'ôte ton galant. Allez, ne croyez pas que l'on en ait envie.
Tu vois, si c'est mensonge, et j'en suis fort ravie. Que me veut-on conter? Ma foi, je ne sais pas quand on verra finir ce galimatia. Déjà, depuis longtemps, je tâche à le comprendre. Et si plus je l'écoute, et moins je puis l'entendre. Je vois bien à la fin que je dois m'en mêler. Répondez-moi par ordre et me laissez parler. Vous, qu'est-ce qu'à son cœur peut reprocher le vôtre? Que l'infidèle a pu me quitter pour un autre, que lorsque sur le bruit de son hymen fatal, j'accours tout transporté d'un amour sans égal, dont l'ardeur résistait encore à se croire oubliée, mon abord en ces lieux la trouve mariée. Mariée? À qui? À lui. Comment à lui? Oui, Da. Non mais qui vous l'a dit? C'est lui-même aujourd'hui. Est-il vrai? Moi? J'ai dit que c'était à ma femme que j'étais marié. Dans un grand trouble d'âme, tantôt de mon portrait, je vous ai vu saisi. Il est vrai, le voici. Vous m'avez dit aussi que celle aux mains de qui vous aviez pris ce gage était liée à vous des nœuds du mariage. Sans doute. Et je l'avais de ses mains arraché. Et n'eût-ce pas sans lui découvert son péché. Que me viens-tu compter par ta plainte importune? Je l'avais sous mes pieds rencontré par fortune. Et même, quand après ton injuste courroux, j'ai fait, dans sa faiblesse, entrer monsieur chez nous, je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture. C'est moi qui du portrait ai causé l'aventure. Et je l'ai laissé choir en cette pâmoison qui m'a fait par vos soins remettre à la maison. Bon, vous voyez que sans moi, vous y seriez encore. Et vous aviez besoin de mon peu d'élébore. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant? Mon front, là, sur mon âme, eut bien chaude pourtant. Ma crainte, toutefois, n'est pas trop dissipée. Et d'où que soit le mal, je crains d'être trompée. Mutuellement, croyons-nous gens de bien? Je risque plus du mien que tu ne fais du tien. Accepte sans façon le marché qu'on propose. Soit. Mais gare le bois, si j'apprends quelque chose. Ah, Dieu, s'il en est ainsi, qu'est-ce donc que j'ai fait? Je dois de mon courroux appréhender les faits. Oui, vous croyant 100 fois, j'ai pris pour ma vengeance le malheureux secours de mon obéissance. Et depuis un moment, mon cœur vient d'accepter un hymen que toujours j'eus lieu de rebuter. J'ai promis à mon père, et ce qui me désole, mais je le vois venir. Il me tiendra parole. Monsieur, vous me voyez en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux. Et mon ardent amour verra, comme je crois, la promesse accomplie qui me donna l'espoir de l'hymen de Célie. Monsieur que je revois en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux et dont l'ardent amour verra que vous croyez. La promesse accomplie qui vous donna l'espoir de l'hymen de Célie, très humble serviteur à votre seigneurie. Quoi? Monsieur, est-ce ainsi qu'on trahit mon espoir? Oui, monsieur, c'est ainsi que je fais mon devoir, ma fille en suit les lois. Mon devoir m'intéresse, mon père, à dégager vers lui votre promesse. Est-ce répondre en fille à mes commandements? Tu te démens bientôt de tes bons sentiments. Pour Valère, tantôt, mais j'aperçois son père. Il vient assurément pour conclure l'affaire. Qui vous amène ici, Seigneur Villebrequin? Un secret important que j'ai su ce matin, qui rompt absolument ma parole donnée. Mon fils, dont votre fille acceptait l'hyménée, sous des liens cachés trompant les yeux de tous, vit depuis 4 mois avec lui en l'époux.
Et comme des parents, le bien et la naissance m'ôtent tout le pouvoir d'en casser l'alliance, je vous viens... Disons-la. Oui, mais... Non, si, sans votre congé, Valère, votre fils, ailleurs, s'est engagé, je ne vous puis sceller que ma fille, Célie, dès longtemps par moi-même, est promise à Lélie. Et que riche, en vertu, son retour aujourd'hui m'empêche d'agréer un autre époux que lui. Ah, tel choix me plaît fort. Et cette juste envie d'un bonheur éternel va couronner ma vie. Allons choisir le jour pour se donner la foi. A-t-on mieux cru jamais être cocu que moi? Vous voyez, quand se fait la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien, et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien.